AB Productions. AB Productions. Hélène, Le groupe AB. Merci AB. Navarro, j'écoute. AB Productions. Je suis le nouvel instituteur, Victor Novak. C'était AB. Fait par AB. RTL 9, AB. NT1. AB. XXL, AB. AB1, AB. 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 AB, c'est deux lettres, c'est A et B. C'est A comme artiste, comme Azoulay, B comme Berda, comme business. Quand on a compris ça, ça y est, déjà on comprend mieux l'univers d'AB. Vous vous souvenez? Le Club Dorothée, Jackie, Ariane, Corbier, les chaussettes rouges et jaunes à petits pois, Justine et sa copine Annette, les musclés, Hélène. Tous ces souvenirs, nous les devons à deux hommes, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda. Ils sont, au début des années 90, les nouveaux princes de la télévision. Leur royaume, AB Productions, l'une des plus grosses sociétés audiovisuelles indépendantes en Europe. Pourtant, la légende dit que ce royaume a été fondé avec très peu de moyens par deux étudiants, Azoulay et Berda. A et B, deux lettres pour une petite entreprise montée à la fin des années 70 avec 25 000 francs et qui fait 30 ans plus tard 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une histoire qui commence donc dans les années 60 avec Jean-Luc Azoulay et Claude Berda. D'abord, j'étais étudiant à Dauphine et en faculté de droit à Nanterre. Et puis, vous savez ce que c'est qu'un étudiant, il faut qu'il gagne sa vie. Et comme j'ai toujours bien aimé gagner ma vie et gagner bien ma vie, j'avais importé du Maroc quelques centaines de jeans. Et donc, on s'est mis à vendre des jeans. On a installé un magasin en haut, dans les salles d'études. D'une salle du 6e étage, j'en avais fait une boutique, oui, en changeant la serrure. Seulement, voilà, ça n'a pas plu à l'université. Donc, immédiatement, plainte de beaucoup de professeurs dénonçant le comportement inadmissible du jeune élève qui vendait ses fringues. Convocation, conseil d'administration, conseil de discipline, enfin, les foudres devaient tomber sur nous et particulièrement sur Claude. Toute cette aventure m'a coûté une amende que j'ai payée d'ailleurs très, très gentiment et tout à fait sportivement. C'était le symbole à la fois d'un grand culot et à la fois quand même d'une certaine disposition à vendre des choses et à les vendre bien. J'ai même pas pu garder l'emplacement après cet incident. Mon commerce s'est brutalement arrêté. Mais je l'ai continué ailleurs et j'avais appris des choses. Jean-Luc est un ami de toujours, puisqu'on s'est connus, on n'avait pas 20 ans. Et lui était le président du fan club de Sylvie Vartan. L'histoire de Sylvie et de Jean-Luc Azoulay a commencé via Carlos, qui lui était déjà le secrétaire de Sylvie Vartan. Il a été fasciné parce qu'il y avait deux fans qui suivaient en permanence Sylvie Vartan et d'une façon tout à fait efficace. Et le plus efficace de tous, c'était Jean-Luc Azoulay. Dès qu'on partait quelque part, on arrivait dans une télé, ils étaient là avant nous. On se demandait comment ils faisaient, on était étonnés, on avait beau se planquer, prendre des... Ils étaient là. Et ils gonflaient un peu. Alors j'ai dit, bon, au lieu de rien faire, va me chercher un thé pour Sylvie et une bière pour moi. Ça, c'était vers les années 65, 66. Ensuite, Carlos commence à chanter, devenir une vedette, donc je le remplace, je deviens secrétaire de Sylvie Vartan. Il fallait bien quelqu'un qui l'accompagne au Japon, en Amérique. Et j'ai demandé à Sylvie de le prendre à la place comme secrétaire. Je deviens son manager. Et en 76, Sylvie décide d'aller vivre aux États-Unis, donc je me retrouve au chômage. Et j'avais entre-temps abandonné ma médecine en 4e année pour partir en tournée avec elle au Japon. Donc je ne sais pas trop quoi faire, et puis je décide, la partie que je connaissais le mieux, c'était le disque, puisque j'avais fait avec Sylvie beaucoup de disques. Donc je décide de devenir producteur de disques. Et moi, j'avais monté ma chaîne de magasins qui s'appelait Jean Store. J'avais mon dépôt rue d'Aboukir. Et franchement, c'était un métier qui m'emmerdait prodigieusement. Et donc Jean-Luc m'a parlé de ce métier de producteur de disques. Et Claude me dit, bah écoute, moi aussi j'ai envie de faire autre chose, donc je vais faire des disques avec toi. Et on a fait un essai, qui s'appelle Mustapha, version disco. Et ça a été un succès, non pas planétaire, mais en tout cas français.
suffisamment important pour que non seulement je retrouve ma mise, mais que je puisse voir que c'était une activité où on pouvait gagner de l'argent et qui me changeait de la vente de pantalons et en gros et en détail. Donc on a démarré AB Productions. On a commencé à faire des disques, plein de disques, qui ne marchaient pas. Ça ne marchait pas. On est là à peu près 1 an ou 6 mois après Mustapha. Et puis Jean-Luc et moi, donc on a un petit bureau, l'un en face de l'autre, et on essaye de réfléchir qu'il nous faut une grande vedette, une vedette internationale. Et je lui dis, la plus grande vedette du monde, c'est quand même le pape. Donc il faudrait faire des disques au pape. Et puis j'ai dit, on va lui téléphoner et on va lui demander s'il ne veut pas se servir des moyens modernes pour propager la parole divine. Mais moi, c'était vraiment pour rire. Et le voilà à vouloir produire des disques sur les messes du pape. Le lendemain, il téléphonait au Vatican, qu'il a très bien accueilli. Le surlendemain, il était à Rome. Et à Rome, il a négocié avec un cardinal au Vatican. Très gentiment, il m'a demandé si 500 000 ça allait. À l'époque, c'était un peu difficile, j'ai un peu tiqué. Il me dit, 200 000, ça va. J'étais toujours très embêté, mais j'allais pas reculer. Je lui ai dit oui. Et je l'ai vu marquer 200 000 lire, alors que je m'attendais à des dollars. Voilà. Donc on n'a pas eu trop de mal à financer ce premier projet. Je crois qu'au Mexique, je ne sais plus si c'est la messe de Noël ou de Pâques, a fait un très franc succès. C'est le premier argent important gagné par le groupe AB. C'est le premier gros coup international, mondial, voire universel. On est allé au Midem, à Cannes, et au Midem, Claude et moi avons mangé une pizza. Et j'ai attrapé une hépatite virale à cause d'une moule. Je me suis retrouvé au lit pendant 40 jours, et donc au lit, je regardais la télé, et j'ai vu Dorothée qui animait une émission qui s'appelait Dorothée et ses amis. Bonjour mes amis. Le gentil petit fantôme Casper va nous entraîner dans un sauvetage difficile. Mais je n'ai pas le droit de t'en dire plus et je préfère regarder avec toi cette nouvelle aventure de Casper le petit fantôme. Tous les 8 jours, il m'appelle et il me dit, il y a une fille fantastique à la télé, qui s'appelle Dorothée, il faut absolument qu'on la convainque de venir chanter, etc. On voit Dorothée, qui d'ailleurs n'était pas hyper chaude pour chanter. Moi, je voulais réciter des contes, le côté un peu spécial. Et je dis non, je veux pas chanter. Il a tenu bon, sans quoi il a eu raison. Il m'a fait chanter, puis ça y est. J'y ai pris goût et j'ai adoré. Et avec elle, on a créé une comédie musicale, la première, qui s'appelait Dorothée au Pays des chansons. Vous ne savez pas ça? Mais toi, qui tu es, hein? Moi? Ouais. Je m'appelle Dorothée. Hein? Dorothée. Olé. Dorothée. Citron. Dorothée. Clémentine. Dorothée. De Chine. Dorothée. Mignonne. Dorothée. Lettre. Ça devient très compliqué. Oh, si on peut plus rigoler, alors. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Voilà que je me mets à chanter maintenant. Ah, mais c'est tout à fait normal au pays des chansons. Après Le Pays des chansons, AB, en coproduction avec Antenne 2, va réaliser des clips de vieilles chansons françaises. Jacqueline Joubert, responsable des programmes jeunesse, place déjà aux côtés de Dorothée 2 autres animateurs, Ariane et Jackie. Diamant à la du Maine. Passera, la dernière, passera, la dernière restera. J'en boirai, oui, j'en boirai, non, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Ensuite est arrivé Rox et Rookie. Dorothée a explosé en vendant, je crois, 2 millions de disques. Et puis Azoulay, il a eu une bonne idée, enfin, un gimmick, où la menteuse, elle est amoureuse. Jean-Luc, ça faisait rire. Tu vois, il avait 8 ans et puis il était pété de thunes parce qu'il avait dit « Ou la menteuse, elle est amoureuse ». On lui disait « Mais c'est quoi cette phrase de naze ?» Ben, vous verrez bien.
c'est vrai que je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des chansons comme on les a fait. Hein. Alors, on prend un copain qui est musicien, on fait nananaire, c'est-à-dire qu'il se met au piano, on fredonne ensemble des mélodies, on trouve une mélodie, et puis on écrit des paroles, et puis ça fait une chanson. Quand on composait avec Jean-Luc, c'était simple à la limite, parce que lui, il se mettait à côté de moi. Bon, j'ai une idée. On va faire un truc genre... Allô, allô, monsieur ordinateur. Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi, ne quittez pas, bureau du bonheur, où il est? Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi, toutes les données dans l'ordinateur, s'il vous plaît, sont programmées. En fait, la stratégie, c'était de faire 12 chansons par an, nouvelles, pour faire un album. Et de cet album, chaque chanson était mise en scène, et était filmée, était captée. Donc on s'en servait après pour sortir une vidéo. Je suis fatiguée, il faut que j'aille me coucher. Appelle-moi demain matin, ce sera bien. Oh mon Dieu, qu'il est bête. Comme une gargoulette, plus bête qu'une paire de chaussettes. Qu'il est bête, qu'est-ce qu'il a dans sa petite tête? Pour être aussi bête qu'il est bête, il est bête. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les Hauts-de-France, les embouteillages dans les petits villages, une panne d'embrayage, arrêt au garage. Il n'y a qu'à toi que je puisse dire tout ça. J'ai besoin de toi, je t'en prie, aide-moi. C'est mon problème, je crois bien que je l'aime. Tous les disques de Dorothée ont été des succès. Tous. C'était toujours numéro 1. Toujours. Ça a cassé les pieds de tout le monde, mais c'était toujours numéro 1. En 87 se passe la privatisation de TF1 et la création de la 5 de Berlusconi. Je me souviens, personne donnait un clou de TF1. Et une grosse partie des vedettes, d'ailleurs, de TF1 sont parties sur la 5. Francis Bouygues et Patrick Lelay m'ont confié la responsabilité de l'antenne de TF1. Il fallait tout reprendre, parce que tout le monde s'en allait, tout le monde était parti. Et donc, je me suis dit qu'il fallait faire une grande tranche pour la jeunesse le matin. Et j'avais remarqué que sur Antenne 2, Dorothée était extrêmement appréciée par les enfants et par les parents. Qui se sont dit, on va prendre Dorothée comme responsable de l'unité jeunesse de TF1 et son équipe qui fait ses disques, ses concerts, pour faire la production télévisuelle. C'est mercredi. TF1 récupère donc l'essentiel de l'équipe de Récréa 2 et le début du Club Dorothée, c'est aussi un mauvais coup porté à l'émission du service public. Celle-ci ne s'en remettra d'ailleurs jamais vraiment et disparaîtra complètement 2 ans après. Récréa 2, Récréa 2. Récréa 2, Récréa 2. Ça s'arrête, on est tous très tendus. Extrêmement tendus parce qu'on sait très bien qu'on est en train de faire de la peine à Jacqueline Joubert, car Jacqueline Joubert, c'est elle qui est venue nous chercher. C'est elle qui est venue chercher Jackie, mon camarade Cabu, elle est venue me chercher moi. Et on sait qu'en partant du service public, on lui fait de la peine. Seulement, le service public ne me propose rien en échange, et M. Azoulay, lui, me propose non pas de devenir une vedette, ce qui n'était pas mon but, mais il me propose de gagner correctement ma vie, beaucoup mieux que dans le service public, et il me dit, on va travailler ensemble, et tu vas voir, on va bien s'amuser. Alors bon, allons-y. Il y avait ce premier direct, qui durait quand même 2 heures, avec 5 animateurs, et là, il y a eu une émotion intense, quoi. Parce qu'on avait un vrai pari à gagner, c'était pas gagné, quoi. C'est bon de revenir, là dans sa maison. Bon de redécouvrir, tout son horizon. C'est bon de retrouver ses amis, réunis comme une grande famille. De savoir avant tout qu'ils sont là près de vous. La dernière émission de Récréa 2 qu'elle ait faite a dû faire 41% de part de marché et TF1, qui avait l'éditeur du mercredi en face, devait faire 16 ou 17% de part de marché. Le 1er septembre, ou le 3 septembre, je ne sais plus quelle date c'était, quand on a repris le premier mercredi, du jour au lendemain, le Club Dorothée a fait 40% de part de marché et
Et France 2 a fait 16% de part de marché. Donc les gens s'en fichent de la chaîne. Les gens regardent des programmes qui les intéressent avec des animateurs qu'ils aiment. Pas de pitié pour les croissants. On avait des heures d'antenne à remplir. Bon, le Club Dorothée, c'était des dessins animés, des enchaînements. Et puis, on avait tous envie de faire des choses qui nous amusaient. Donc, moi, j'ai commencé à écrire des sketchs un peu stupides. Des fois, ça arrive. Et on a tourné ça. Et puis, on a mis ça tous ensemble. On s'est dit, ça fait une émission. Et puis, voilà. Pas de pitié pour les croissants. Pas de pitié pour les croissants, c'était des histoires comme ça, on était un peu costumés, tu vois. C'est un peu l'ancêtre du sitcom. Et il écrivait tout, des espèces de scénarios de fou, quoi. Il nous mettait dans des situations... Moi, je faisais Le Savant Fou, Quasimodo, enfin, j'ai tout fait, quoi. J'ai tout fait, quoi. Jean-Luc Azoulay nous écrivait des textes, par exemple pour Pas de pitié pour les croissants, qui était une sous-émission, une émanation du Club Dorothée, mais très rigolote, très sympathique à faire, on adorait faire ça. C'était Jean-Luc Azoulay qui écrivait ça. Pas de pitié pour les croissants. Oh, berk, berk, berk. T'as vu les deux là-bas? Eh ben, ils sont tellement moches que même que s'ils nous invitent à danser, eh ben, je dirais non. Ah, mais moi j'ai tellement envie de danser que je crois que je vais dire oui. Ouais, t'as raison, moi aussi. Et voilà. Ouais, t'as raison. Bien. Quelle pauvreté. Les idées les plus folles dingues qui n'avaient jamais été faites, ben on y allait. C'est peut-être parce qu'on se parlait beaucoup. Surtout au début, qu'est-ce qu'on a... Vraiment, on n'aurait jamais tenu des 15h, 16h, 18h de boulot si on se fendait pas la gueule, quoi. Oh oui. Bon, heureusement, on peut pas essayer de faire rire les gens si on s'amuse pas soi-même. Donc c'est logique. Heureusement qu'on s'amusait. Sinon, on n'aurait pas tenu aussi longtemps. Hein. Dis, oui. Moi, quand je serai grand, je serai le maître du monde. Eh ben moi, quand je serai grande, je serai le kilomètre du monde. Finalement, les femmes sont toujours plus ambitieuses que les hommes. Il y a une chose qui est formidable dans ce qu'on a vécu, c'est l'appétit de l'antenne. C'est-à-dire qu'on était en flux tendu, il fallait alimenter l'antenne, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est pour ça qu'on a fait des choses intéressantes, parce qu'on n'avait pas le temps de trop réfléchir, il fallait alimenter l'antenne. Donc on n'avait pas le temps de dire « oui, mais là, tu comprends », il fallait y aller. Dis donc, Charlie, t'as mal au ventre, toi? Bah ouais, pourquoi et toi? Moi aussi. Tu vois, je crois qu'on aurait peut-être dû enlever les coquilles des huîtres avant de les manger. Ah bon? Il fallait que ça marche. C'est-à-dire que quand ça marchait pas, eh ben on se posait des problèmes et on rectifiait pour que ça marche. On avait tout de suite, dès qu'on descendait en dessous de 39% de part de marché, on avait réunion d'urgence à TF1 et puis il fallait qu'on trouve pourquoi. Ça vous est souvent arrivé? Ah, régulièrement, tous les 2-3 mois, bien sûr. Et chaque fois, on réussissait à remonter. Il y avait 3 ou 4 rendez-vous par jour le mercredi. C'était infernal, quoi. On appelait ça le matin, le toto matin. C'était terrible. Donc on était tout le temps à l'antenne, on voyait que nous. Pendant ces 9 années, on a fait des choses formidables. On a voyagé, on s'est beaucoup amusé, on a fait les clowns. Moi, je trouve très agréable de faire le clown. Contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, c'est bien de faire le clown. Faire rire un enfant, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Et Abbé a fait rire beaucoup d'enfants. Parmi eux, Bruno et Laurent. Petits, ils rêvaient de travailler à la télévision. Devenus grands, ils font mieux. Ils travaillent chez Abbé. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent ce bâtiment, en fait, parce qu'on le voyait tous les mercredis après-midi, dans le générique de début du Club d'eau. Vous voyez ce fameux bâtiment en verre. Il y avait le travelling qui arrivait jusqu'au milieu du studio. Et celle que vous attendez tous avec impatience, Dorothée! Il y avait 200 ou 300 enfants chaque mercredi après-midi. Des gens qui nous ont dit qu'ils travaillaient ici à l'époque, ils avaient le frisson tous les mercredis après-midi, quoi. Donc forcément, encore plus nous devant la télé. Là, vous êtes à la place de Dorothée. Quand elle arrivait sur scène, en face, elle avait son public, les gradins.
suivre en plus de 3 heures? Je compte sur vous car, n'oubliez pas... C'est toujours les vacances, on peut commenter. On a de la chance, on est tous invités. Du lundi au dimanche, hiver comme été. C'est toujours les vacances, on peut commenter. Toutes les séries que vous repérez, elles sont ici. Au fur et à mesure du Club Dorothée, on a inventé de nouvelles choses, on a inventé des personnages, on a inventé nos jeux stupides qui nous faisaient rire, qui faisaient rire apparemment le public. On avait le jeu de l'ABC. Tu vois, les 3 garçons, il y en avait un qui était sous le A, sous le B, sous le C. Et on avait les mômes en direct et il y avait de l'eau sur une des 3 lettres. Mais ça faisait hurler de rire. C'est la commedia dell'arte, tu vois. 3 animateurs sous 3 douches. Le gamin tiré au sort, le A, le B, le C. Si c'était le A qui avait l'eau, voilà, l'animateur qui était sous le A se retrouvait trempé, mais vraiment trempé, parce qu'on ne mettait pas qu'un seau d'eau, il y avait une baignoire carrément au-dessus, d'eau froide, c'était beaucoup plus drôle. Eux, ils s'en sont pris mais plein la tronche, parce que Azoulay, dans sa tête de malade, il leur a mis du ABC tous les mercredis, ils se prenaient une douche dans la gueule. Et l'hiver, quand on n'avait pas d'eau chaude, quand il y avait des pannes d'eau chaude, ils avaient bien froid. Ils se sont pris des pétards dans la tronche. Et à un moment donné, ils se faisaient la volontarte. C'est-à-dire qu'ils avaient des espèces de casques complètement aberrants. Ils se tenaient une tarte à la crème dans la tronche. Et c'était censé être les casques complètement aberrants qui les obligeaient à se balancer la tarte à la crème dans la tronche. Simpson Jones s'est cassé le nez un jour à Saint-Pétersbourg. L'un d'entre eux sont tartarisés. Attention, c'est parti! Il y avait un jeu qui s'appelait le Splish Splash Splash Vlan. C'était une tarte qu'on prenait comme ça, tu vois, un détour. C'est toujours les garçons, quoi. Qu'on prenait, tu vois, et ça les faisait rire. Et ça, c'est Jean-Luc qui trouvait ça. Pour te dire qu'il est complètement fêlé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Jean-Luc Azoulay, je te le résume en une phrase. Là, aujourd'hui, donc il a 56 ans, mais il a 8 ans dans sa tête, quoi. Azoulay, c'était un gros nounours qui, à mon sens, avait un cerveau d'enfant. Parce que lui, comment il s'éclatait à inventer tout ce qu'il inventait, c'était étonnant, quoi. Et il était le premier spectateur de ce qu'il faisait. Et il était, mais réellement et au premier degré, mort de rire, le mec. Il a une sensibilité d'enfant, et c'est grâce à ça qu'il fait tout ce qu'il a fait, quoi. Et puis il y a une chose aussi qui avait démarré dans le service public, c'était les dessins animés japonais, qui ont été un raz-de-marée colossal. Mais ça, c'est pas M. Azoulay qui a inventé ça, c'était Mme Joubert, enfin, les gens qui entouraient Mme Joubert à l'époque. Les dessins animés japonais, il y en avait déjà dans Récréa 2, puisque c'est Récréa 2 qui a mis à l'antenne Goldorak et Candy. Quand on est arrivé à TF1, le Club Dorothée, tous les stocks de dessins animés internationaux avaient été achetés par Berlusconi pour la 5 au niveau européen. Donc on n'avait rien. On avait les vieux dessins animés qui étaient dans le stock de TF1. Donc très vite, il a fallu qu'on réagisse, parce que c'est quand même le nerf de la guerre d'avoir des bons programmes. On est parti au Japon. Et c'est là qu'ils ont acheté ce qu'on appelle en package, des tas de programmes. Et parmi ces programmes, il y a eu des séries cultes qu'on connaît actuellement comme Chevalier du Zodiac et Dragon Ball. La poussière de diamant, je ne savais pas qu'il avait appris à la maîtriser. Que la poussière de diamant soit avec moi. Ken le survivant, c'était vraiment à vomir. C'était un mec hyper schwarzeneggerifié, vachement beau gosse, justicier bien sûr, du bien contre le mal. Enfin, c'est toujours très manichéen, ces histoires-là. Mais quand même, à un moment donné, il mettait ses 2 doigts dans les viscères de son copain pour les voir dégouliner. Mais ça tombait bien parce que c'était un méchant, donc il fallait qu'on trouve ça super. Tu es déjà mort et tu ne le sais pas encore. Ah oui? C'est ce que tu crois, le combat a à peine commencé. Moi, honnêtement, je trouve ça un peu ardos. C'est vrai que les gens ont dû s'en plaindre, ce que je comprends quelque part.
Et là, ils ont engagé une équipe de psy qui avait des bacs +8 et qui restaient toute leur vie dans des 3 mètres cubes à visionner tout ce qui était un peu violent ou sexe. Non! Il y a une équipe de psychologues qui est intervenue parce qu'il fallait quand même continuer la série qui rapportait beaucoup d'audience. Alors comment faire dans ces cas-là? Il faut censurer. Et donc on a un épisode qu'on a retrouvé en archive qui a subi 99 coupes psy. Donc un épisode qui doit durer 20 minutes, maintenant il dure 16 minutes. Il y avait aussi les adaptations qui étaient vraiment édulcorées et abracadabrantes, un peu comme dans Nicky Larson, qui très souvent va dans des love hotels avec des jeunes filles très sexy, et finalement ça devient en version française un restaurant végétarien. Voilà. Alors il n'y a aucune scène censurée, mais l'adaptation est complètement abracadabrante. Mais les coupes et les adaptations édulcorées ne suffisent pas. La presse se déchaîne. Télérama dénonce le monopole et le matraquage commercial orchestré par le Club Dorothée et ne manque pas de s'indigner de la violence des dessins animés japonais, rebaptisés au passage « japonaiserie ». Par méconnaissance, par ignorance, par crétinisme, les intellectuels français ont stigmatisé l'une des plus belles créations du XXe siècle, qui est le dessin animé japonais. C'est magnifique, le dessin animé japonais. C'est magnifique. Et je pèse mes mots, c'est magnifique, voilà. J'adore Dragon Ball. Je trouve que Candy, c'est génial. Il fait exprès de te provoquer pour que tu te laisses envahir par tes émotions. Ne tombe pas dans son piège, il est beaucoup trop fort. Relisez Le Petit Pousset, vous verrez que si ce n'était pas super anxiogène, alors c'est que je ne comprends rien à la psychologie des enfants. Alors que dans le dessin animé japonais, les valeurs transmises sont d'un autre ordre, même si facialement, c'est vrai, il y a beaucoup de manifestations de violence. Les enfants, ils n'ont pas été traumatisés puisque maintenant ils ont 30 ans et qu'ils sont tout à fait normaux et que voilà. Donc c'était en fait une fausse polémique. Il fallait bien qu'il y ait un scandale quelque part et on a tapé là-dessus parce que c'était facile de taper là-dessus, quoi. Un jour, il nous a dit « Bon, les musclés, vous allez faire un sitcom. » Et bon, c'est quoi un sitcom? Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas en France. Et bon, c'est un soap opéra, c'est comme un... Ça veut dire que c'est du comique de situation, la comédie se passe dans la même pièce. Voilà. Et nous, on a essayé de se débrouiller comme ça, en regardant... Moi, j'ai regardé Madame est servie. Donc c'est peut-être pour ça, j'ai regardé Tony Danza, c'est peut-être pour ça que j'ai surjoué vachement. Oh non, je vous jure, les copains, on n'a pas idée d'être aussi désordonnés, hein. Allô, minéral. Il a inventé le sitcom à la française. À la française. Non, il y a eu Maggie avant. Il y a eu Marc et Sophie. Il y a eu Vivement lundi. On n'est pas les premiers. On crée une nouvelle sorte de sitcom. Mais on n'est pas les premiers. Jean-Luc a eu l'idée de développer le genre des sitcoms, je pense, en revenant des États-Unis. C'est vrai qu'il y avait Sauvé par le Gong, qui était aux États-Unis, qui commençait. Il a toujours été fasciné par les États-Unis, donc il aimait les séries américaines. Arnold et Willy, Punky Brewster, Charles s'en charge. Tout ça, c'est le même mood. Moi, ce que j'ajoute, c'est que je fais des univers plus jeunes. Ça n'a pas été une commande que TF1 a passée à AB pour dire on aimerait avoir une sitcom. Ils n'y croyaient absolument pas à la sitcom de 26 minutes en studio. C'est Jean-Luc qui a décidé et Jean-Luc et Claude ont décidé ensemble, on tente. On nous a présenté le projet en nous disant voilà, on va tourner une vingtaine d'épisodes, ça sera le test. Si ça marche, on continuera et on verra combien de temps ça dure. Et si ça marche pas, on aura fait 20 épisodes et ce sera terminé. En fait, la première diffusion, on était tous devant la télé à se dire est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va pas continuer. On était tous persuadés qu'on nous téléphonait le lendemain en nous disant que ça serait fini. Et puis finalement, ça a super bien marché. Donc on est parti pour 6 ans de tournage. Oh, Jérôme, ce que tu es beau! Toi aussi, t'es très belle. On dirait un prince et une princesse. Ils vont bien ensemble, non? Oui, aussi bien que toi et moi. C'est le 1er janvier, sois sympa, Luc. Embrasse-la. Bon, voilà, vous êtes contente? On le serait plus si c'était nous que tu avais embrassé. Mais ça va. J'étais très, très étonnée de le succès que... Tout de suite, en fait, parce que je me rappelle, je venais en bus sur le Plaine Saint-Denis tourner et... La première semaine de diffusion,
que moi, j'ai même pas fait gaffe que c'était diffusé ou pas. Et je prenais le bus pareil. Et c'était la folie dans le bus, c'était la meute. Et c'était quelque chose que je sais, ça m'a complètement... on était tous très surpris, je crois. Le succès, c'est que je pense que les histoires correspondaient à ce que les gens imaginaient dans leurs fantasmes les plus fous, c'est-à-dire tout ce qu'on aurait projeté, tout ce qu'on avait envie de voir en se disant moi j'aurais aimé vivre cette histoire d'amour, j'aurais aimé rencontrer telle jolie jeune fille, j'aurais aimé vivre comme ça quand j'étais étudiant, etc., etc. Il y avait ça. Deuxièmement, le casting. Jean-Luc est très très fort pour le casting. Il partait d'inconnus, qui ne savaient pas forcément jouer la comédie, qui avait un bon look, mais surtout qui faisait passer une émotion. Jean-Luc, c'est pas un garçon qui aime les comédiens. Il aime les natures, quoi. Et alors, les sitcoms, Premier baiser, Hélène et les garçons, il voyait un décorateur, il lui disait, bah, tiens, toi, t'as une bonne gueule, viens jouer avec moi. Viens jouer dans un sitcom. Alors, le mec disait oui, parce que ce coup, triplait son salaire, il était connu, quoi. José, Philippe Vasseur, était au service déco chez AB. Un jour, Jean-Luc passe et il le trouve mignon, sympa, etc. Il lui dit, va faire un casting, et il se retrouve dans Hélène et les garçons. Hélène, il l'a trouvée dans un catering. Moi, je me souviens, je faisais une comédie musicale avec Dorothée au Mans. Elle nous servait à boire et à manger derrière la scène. Il l'a vu, il a dit, toi, hop, viens avec moi. Il l'a mis au courrier chez AB. Il lui a fait faire de la scène. Ça a donné Hélène et les garçons. Et Hélène, tout court, qui a vendu des millions de disques. Alors? Je vais te dire, Nicolas, si là on tient pas un tube... Ça reste bien dans la tête, et puis en plus, ça rend romantique. Moi, j'aurais envie de la rejouer tout de suite. Hélène, tu ne dis rien? C'est vraiment beau. Mais tu pleures? C'est la joie. Maintenant, tu sais ce qui ferait plaisir? Non, dis-moi. Si vous voulez, on peut partir? Mais non, vous pouvez rester. J'aimerais que tu la chantes. Moi, je sais pas chanter. Ce qui est fort, c'est qu'après, il a fait des systèmes de filiation entre les sitcoms. C'est-à-dire que lorsqu'il a commencé avec Les Musclés, ils avaient une nièce, je crois, qui était Justine. Voilà. Ensuite, Justine, il s'est dit, c'est un personnage intéressant. Il a créé Premier baiser avec les parents. Après, à Justine, il lui a donné une sœur, Hélène. Crac. Il a donné... Tous les héros de sitcom ont des liens de parenté. Et la famille Gérard est présente dans tous les sitcoms, en fait. Framboisier, le chanteur des Musclés, c'est ton oncle? Bah oui, c'est le frère de mon père. On est un peu parents, non? Ah, bah oui, par alliance. C'est Lola, ma cousine. Ce sont tes cousines, Hélène et Justine? Ah oui. C'est ton beau-frère. Nous sommes cousins directs. Le beau-frère de ton frère, donc c'est le beau-frère de Roger, le père de Justine. Je vous présente ma nièce Dorothée. Vous la connaissez peut-être. Elle chante et puis elle fait un petit peu de télévision avec ses copains Ariane, Patrick, Jackie et Corbier. Il a apporté quelque chose de nouveau, encore une fois. Ce lien de parenté, où pour booster le début de la série, on mettait les anciens acteurs d'une autre. Pour accrocher. Et c'est génial. Et après, il a créé des personnages. Dans Hélène et les garçons, effectivement, on a Hélène, on a Nicolas, mais on a Cricri d'amour, dont tout le monde se souvient. On a Johanna, dont tout le monde se souvient. Après, on a eu Lali, des personnages très forts. Et dans Premier baiser, pareil, on avait Annette, qui est un personnage très fort. Il crée des seconds rôles très très forts, qui portaient également la série. Donc on rigolait avec ces personnages secondaires. On était en amour ou en amitié avec les personnages principaux. La famille était toujours présente. Regardez pareil, les filles d'à côté, il y avait les trois filles et puis il y avait Gérard. Qui pliait ses serviettes sans cesse et qui n'osait rien. Oh, mais écoute, ma chérie, tu pourrais ranger tes serviettes tout de même. Bah oui, écoute. Je sais pas, mais je sais pas. Il sait doser, quoi. Il savait doser chaque sitcom, chaque série pour que ça soit drôle, pour qu'il y ait les histoires d'amour, les rebondissements, etc. Le plus difficile, c'était de rester justement au ras des pâquerettes, quoi, de jamais aller plus loin. J'avais envie d'écrire des choses plus
percutante. J'avais envie que tout d'un coup, comment dire, les comédiens aient quelque chose de plus à défendre, quoi. Les comédiens aussi râlaient. Mais non, finalement, ça allait bien, c'était bon enfant, c'était rigolo, c'était... et finalement, au résultat, on se marrait, donc il avait raison. On n'était pas là pour ça. Non, parce qu'on reprochait souvent de pas à Jean-Luc, comme il ne profitait pas apparemment de ce support, de ce succès, pour alerter les jeunes sur des sujets de société, comme la drogue ou les préservatifs, des choses comme ça. Et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de calmer Hélène jusqu'à là. Le personnage, hein, j'entends. Et évidemment, ça a été censuré, quoi. Tiens, prends ça, tu seras peut-être un peu plus à l'aise. Ouais, de meilleure humeur surtout. Ouais, vas-y. Hélène jouant la cocaïnomane dans un studio son, c'est sûr que là, c'était trop trash. Allez, embrasse-moi. Bah écoute, arrête de rire. On a mieux à faire. Ah bon, quoi? Ça. Attends, on pourrait prendre... Mais t'as raison, mais je me sens un petit peu moins bien, là. On peut se refaire une petite ligne, là, non? Mais ouais, tu te sentiras mieux, allez. C'est de l'extraordinaire que tu nous as ramené. Ouais, tu m'étonnes. Tu t'es pas fiché de nous. Non, tiens, attends, tu crois que j'ai l'habitude d'acheter n'importe quoi, moi? Hein? Bon, tu me mets en contact avec ton dealer. Ouais, pas de problème. Tiens. Je crois qu'il l'a fait exprès. Je crois qu'il voulait pas sortir de son univers, et puis quand on l'a sollicité pour justement traiter les sujets de société, il fait vous en voulez, vous en aurez. Et puis voilà, quoi. Jean-Luc avait une explication à l'époque, et moi je suis assez d'accord avec lui. Et en fait, il faisait ça par comparaison avec les autres séries qui sont sorties à peu près à la même époque, avec Seconde B, avec d'autres séries comme ça, qui étaient beaucoup plus ancrées dans la réalité. Et ce qu'il disait, c'est que les gens, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont pas envie de retourner dans la réalité. Nous, on vivait dans un monde qui était rose et bleu, avec des musiques un peu douces, mièvres, et avec des histoires qui finalement... Enfin, il ne se passait rien, quoi. Expliquez-moi pourquoi tout le monde regarde ce feuilleton. Bah, ça détend, parce qu'après l'école, une journée d'école, c'est fatigant, ça détend, ça repose. Puis ça raconte un peu la vie des gens. Ça reflète bien les problèmes des jeunes. Est-ce que ça vous apprend aussi à avoir des rapports avec les garçons? Oui, ouais, beaucoup. Oui. Ils répondent à beaucoup de questions, ouais, ça... Parce que le sujet principal du feuilleton, c'est les problèmes sentimentaux. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. En général, il y a que ça. Hein. C'est pour ça que ça plaît aux jeunes, d'ailleurs. Ouais. Bénédicte, je ne veux pas que tu pleures. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'éclate de rire? Non, bien sûr, mais je ne veux pas te voir comme ça. Pourquoi est-ce que tu t'occupes de moi? Pourquoi est-ce que tout le monde s'occupe de moi? Parce que tu es notre amie, parce que tu fais partie de nous et parce qu'on t'aime. Oui, vous m'aimez. Mais José aussi t'aime, simplement... Simplement quoi? Il aime aussi Nathalie, c'est ça? Non, je ne crois pas. Simplement, c'est un garçon et tu le sais bien, Bénédicte. Ils ne sont pas tout à fait comme nous, les garçons. On est arrivé sur le tournage, bon, caméra, alors on croyait que si on allait s'amuser, oui, quand on a des déplacements à faire et que tout en même temps, dire même une phrase et tout ça, c'était... On s'est dit, ah d'accord, c'est pas juste on s'amuse, quoi. Il faut quand même un peu... Et là, donc, très vite, j'ai dit, il faut que je prenne des cours de comédie. On me l'a pas suggéré, mais c'était évident qu'il fallait que je fasse quelque chose. Bah, enfin, tous, on n'était pas non plus très bons non plus, hein. On n'était pas des comédiens nés. On peut dire que c'était de l'interprétation, quoi. On donnait ce qu'on avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ça a été assez pénalisant, étant donné que normalement, toutes les bananes qu'on fait quand on apprend le métier, on les fait en cours de théâtre. Nous, on les faisait devant 6 millions de téléspectateurs tous les soirs. Donc ça ne pardonne pas. L'exemple est très simple. Hein. On te dit, demain, la France, c'est en 98 qu'elle a gagné la Coupe du Monde. Alors écoute Gérard, Barthès, il vient de se déchirer un genou, tu vas le remplacer en tant que gardien de but. Oh, super, putain, je suis retransmis dans le monde entier, t'as 80 000 personnes sur le stade, tu veux dire, mais tu prends 14 buts, qui c'est qui passe pour un compte dans la rue? Tous les gens de ces sitcoms ont fait des disques. Il y en a un qui a très bien marché, c'est mon ami Christophe Ripper, le beau Christophe, Un amour de vacances. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi. Mais quand le trône est rond, j'entends le son de ta voix. Cette voix unique au monde qui me répète 100 fois. Je t'aime, ne m'oublie pas. Mallory Nataf a fait un disque
où elle n'avait pas de culotte. Il y a la fameuse histoire d'Ardisson, je crois que c'est Ardisson qui l'a sorti. Il y a un arrêt sur l'image dans le club de Jackie où elle n'avait pas de culotte. Alors là, c'était facile pour faire la promotion, on s'est régalé. Enfin, ils en ont tous fait des disques. Sébastien Roch, Cri-Cri d'amour, a fait un disque. À fleur de peau glissent des mots, quand sur tes lèvres glisse ma peau. Quand sur mes lèvres glisse ta peau. Au bar de jazz, au bar de jazz. Mademoiselle Antonin, la fille du pharmacien, nous avait préparé des pilules pour nous remonter. On les a avalées, ça nous a fait de l'effet. Minuit était passé, on continuait à danser. Minusclé était disque d'or, Dorothée était disque d'or, Ripper était disque d'or, qui avait d'autres, qui avait Minet en lui-même était disque d'or, Ariane aussi. Tout le monde, c'était faire 100 000 exemplaires, c'était rien du tout. La politique menée par Abbé à cette époque-là, dès le départ, est assez novatrice parce qu'il y a volonté de, de sortir des nouveaux produits en permanence, donc des disques, des vidéos, de la presse, et d'en faire finalement, d'organiser la promotion. C'était un petit peu ce que font maintenant TF1 avec la Star Academy, M6 avec la recherche de nouvelles stars, etc. C'est évident. C'était vraiment de l'autopromotion, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ça, c'était clair. Le Jackie Show, c'était le samedi matin. Et puis, il y avait 22 heures de programme. Alors, entre deux dessins animés, paf, on pétait une petite chanson. Et puis, c'était la boucle et ça fonctionnait très bien. Hélène, c'est hallucinant. C'est hallucinant ce que ça a pu fonctionner. Hélène, je m'appelle Hélène, c'était à tomber à la renverse. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Hélène, j'aime mes joies, mes peines. Elles font ma vie comme la vôtre. Et même quand à la télé vous me regardez sourire et chanter, personne ne m'attend le soir quand je rentre tard. Personne ne fait battre mon cœur lorsque s'éteignent les projecteurs. Je pense que c'est Hélène qui a été, de tous les temps de l'industrie française, le numéro 1 en cadence, puisque je me souviens, je crois que le deuxième album d'Hélène, pendant les fêtes de fin d'année, on en sortait 30 000 jours. Et on avait 3 usines qui travaillaient pour nous. Hélène était invitée par la télévision russe à participer à un show. Donc on arrive en Russie sans vraiment connaître le phénomène qu'il y avait eu là-bas. Et en arrivant à l'aéroport, on se retrouve entouré de 20 gardes du corps. Et en sortant de l'aéroport, il y avait 10 000 personnes qui attendaient Hélène, avec les banderoles, etc. Et pendant 3 jours, j'ai eu l'impression d'être avec les Beatles. Les tournées de Dorothée étaient aussi incroyables. Déjà, le Zénith, c'était impressionnant, 5800 personnes, 3 fois dans la journée, certains jours. C'est impressionnant. Quand on allait aux forêts nationales, en Belgique, 3 fois dans la journée, 6000 personnes aussi, c'est impressionnant. Et Bercy, ça a encore été effectivement plus impressionnant, parce que là, c'était 11 000 personnes, et 3 fois dans la journée aussi. L'ordinateur gère son bonheur. Les neiges de l'Himalaya et les montagnes du Guatemala, les volcans de l'Annapurna et les rapides de l'Arizona, les steppes du Venezuela et le grand désert blanc du Kamchatka. Tout cela m'empêchera pas d'arriver jusqu'à toi. Dorothée fait Bercy et le responsable du festival de Shanghai passe à Paris à ce moment-là et nous invite à participer au festival de Shanghai. Et Dorothée se retrouve dans un stade avec 15 000 personnes, mais des personnes du type Printemps de Bourges, c'est-à-dire c'était des jeunes étudiants, un public assez jeune, assez moderne. Et sur l'affiche, il y a marqué Dorothée, chanteuse française. Bien évidemment, je ne parle pas chinois couramment. Eux ne comprenaient pas un mot de français. On discutait par
interprète interposé. Et dans le spectacle, les réactions étaient les mêmes en France et en Chine sur les chansons. Et là, il y a toutes ces personnes qui se lèvent et qui tapent en rythme et qui limite chantent avec nous. Alors je vous assure, c'est l'émotion extraordinaire. Une sorte d'osmose, alors qu'il y a logiquement une barrière de langage assez énorme. Sublime. Ah, c'est extraordinaire. Ça, j'en garde un souvenir. Jamais j'oublierai de ma vie. Après, elle s'est appelée en Chine Dorothée Yaoguan, ce qui veut dire Dorothée Rock'n'Roll. Il y avait deux rivales en Chine, à cette époque-là, c'était Dorothée et Madonna. C'est vrai en plus. Les ânes n'étaient peut-être pas... Et Dorothée n'est pas la seule à faire le tour du monde. Au moment des vacances, le club Dorothée s'exporte. Maroc, Grèce, New York ou Chine, les animateurs voyagent. L'occasion pour Jean-Luc Azoulay de renouveler ses émissions et de les diversifier, l'occasion aussi de faire des économies. Pour ces tournages, pas de studio, mais des décors naturels avec équipe réduite et rythme d'enfer. Le talisman du lys. Non! Il y avait systématiquement une mission qui était donnée par le dromadaire extraterrestre du Club Dorothée, qui était le 6e animateur du Club Dorothée. Et la voix, elle n'était autre que celle de Jean-Luc Azoulay. Il faut quand même le savoir, Jean-Luc Azoulay se métamorphosait en dromadaire tous les ans. Vous avez le même humour que votre patron, Sarah. Mon patron, il est formidable, je l'adore, il est extraordinaire. Vous ne trouvez pas? Monsieur Azoulay, un jour, a dit « Nous allons créer une carte. La carte du Club Dorothée. Je l'ai toujours sur moi, tout le temps. Où que j'aille, j'ai toujours ma carte du Club Dorothée. » Et cette carte de membre leur ouvrait plusieurs privilèges. Ils avaient le droit d'assister en priorité à toutes les émissions en direct du Club Dorothée, donc ils passaient avant les autres. Ils avaient le droit, alors ça c'est ce qui a cartonné, d'aller voir leurs vedettes en coulisses après les spectacles. Et il y avait quelque chose de formidable, c'est qu'on se voyait souhaiter son anniversaire en direct à la télévision. Alors, à chaque fin d'émission, il y avait à peu près 3 minutes de défilant avec tous les noms par ordre alphabétique des gens qui étaient nés le jour du passage de l'émission. Au début, il y avait, je sais pas moi, 1 millier d'enfants qui ont écrit la première semaine « Ah, on veut la carte !» Et puis, la semaine d'après, ils étaient 5 000, puis 10 000, puis 50 000. Je ne sais pas combien de cartes ont été faites, mais c'est colossal. On a été obligés de prendre du personnel pour s'occuper de ces cartes. On avait 700 000 membres au Club Dorothée, ce qui est énorme. 700 000 cartes de membres. Il faut attendre un petit peu, parce que dans 15-20 ans, le président de la République sera un ancien membre du Club Dorothée. Avec le Dorothée Magazine, AB développe une vitrine au Club Dorothée. Distribuée à 150 000 exemplaires par semaine, on y retrouve les séries, les dessins animés et les stars maison. Les succès s'enchaînent, TF1 confie même à AB la réalisation de soirées spéciales. Mais finalement, c'est simple de faire de la télévision. Mais c'est pas si simple que ça de faire une émission à la télévision. Ah bon? Mais non! Regardez, c'est pas simple. Pour faire une émission qui aille dans toutes les maisons, il faut mélanger sans façon. Quoi? Des petites choses toutes bêtes qui trottent dans la tête. 100 grammes de génie, 2 ou 3 tonnes de folie. Ah bon? Et un beau jour mettre tout ça devant 4 ou 5 caméras. Et il faut des chansons, En voilà déjà une. beaucoup de passion. Pas de problème sur la une. Alors il faut prier pour qu'on veuille vous regarder. De Marseille jusqu'à Bruxelles, comprenez-vous mademoiselle? Pour faire une émission qui aille dans toutes les maisons, Très bien. il faut mélanger sans façon. Des petites choses toutes bêtes qui trottent dans la tête. 100 grammes de génie, Pas plus, hein? 2 ou 3 tonnes de folie. D'accord. Et un beau jour mettre tout ça devant 4 ou 5 caméras.
Les shows Dorothée à 20h50 sur TF1, c'était un mélange un petit peu de ce que faisaient les Carpentiers, c'est-à-dire c'était des shows scénarisés. On pouvait créer, on pouvait inventer, on pouvait innover, c'était bien. C'était très très riche au niveau des décors et il y avait énormément de personnalités qui venaient. Il y avait des très gros moyens, hein, des moyens presque de long métrage, tellement c'était très bien fait, mais vraiment de qualité. Hein. C'était pas juste Dorothée qui chante, il y avait un scénario, on en a fait plusieurs, ça s'appelait le cadeau de Noël, le cadeau de la rentrée, enfin bon, avec des scénarios et tout, mais vraiment bien. Heureusement que j'avais monsieur Giela et monsieur Claude Berda pour nous permettre de vivre cette aventure, parce que grâce à eux, on a quand même vécu pas mal de choses intéressantes. Ils ont eu le courage d'aller à fond et de jouer le jeu. Et c'était bien. Parce que je sais pas si il y a d'autres personnes qui font la même chose maintenant. Tournez-vous. Mais vous êtes charmante. Vous avez été conçue par la palette d'un grand peintre et le burin d'un grand sculpteur. Vous êtes très très jolie. Vous me rappelez l'esthétisme délirant des Vénitiens du... Je recommence, excusez-moi. Je vous en prie. Vous êtes mignonne. Vous êtes mignonne, vous voulez que je vous dise. Allez, allez vous préparer. On tourne tout de suite. Tout de suite là maintenant? Dépêchez-vous, ça commence. Allez, vite. Oui, monsieur. Oh là là! J'espère qu'il me donnera un tout petit bout de cerveau. Un cerveau pour penser tout bas ce qu'aujourd'hui je dis tout haut. Moi c'est un cœur qu'il me faudrait, un grand cœur pour aimer. Sans cœur je ne suis qu'une chose. Allons voir le magicien d'Oz. Attends l'homme de fer, une petite goutte d'huile et ça ira mieux. Voilà, merci. Moi ce que j'attends de lui, c'est un petit peu de courage. J'ai peur le jour, j'ai peur la nuit. Pour un lion c'est bien dommage. En suivant le chemin de Brive vers le pays magique, allons voir ce que nous propose le merveilleux magicien d'Oz. He was a famous rocket man from a Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a tough man and his craft. But then his number came up and he was gone with his draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. Dis Père Noël, qu'est-ce que tu fais là-haut avec nos cadeaux? Oh, t'es chaud ou quoi? Faut pas les garder pour toi. AB, c'était Hollywood. 50 000 mètres carrés de plateau, il y avait 7 tournages de sitcom en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait 7 plateaux de tournage. Le Mets les abeilles, Premier baiser, Les filles d'à côté, Les garçons de la plage, Hélène et les garçons, etc. 7 plateaux en même temps. Le Club Dorothée sur un autre plateau, plus le disque avec un studio son top niveau, avec des enregistrements quasi tous les jours. Dorothée, Hélène, plus tous les héros des sitcoms. C'était incroyable. Il y avait 1500 personnes qui couraient dans tous les sens. On passait d'un plateau à un autre. C'était incroyable, quoi. 10 ans après la création d'AB Productions, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda se retrouvent donc à la tête d'un empire qui représente près de 50% de la production française. Une réussite aussi rapide que surprenante qui bouleverse l'audiovisuel français et le laisse un peu décontenancé par ces deux entrepreneurs au profil et au parcours si atypiques. C'était une ruche. Et tout ça géré par 2 personnes, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda. Donc voilà, deux personnes qui tenaient en eux la plus grosse boîte de production audiovisuelle de France, voire d'Europe à ce moment-là. Au début des années 90, AB, c'est le diable. C'est le diable. Parce qu'ils sont trop puissants, ils sont trop gros. Tout ce qu'ils faisaient, ça cartonnait. Une fortune se bâtissait, il y a eu une forme de jalousie. C'est TF1 qui a permis qu'un empire se fasse en dehors de lui. Voilà. Alors au début, ça fait rigoler, et puis assez vite, mais enfin, ces types, on a fait leur fortune. On sent que ça monte, on sent que TF1 cherche à se débarrasser de ce AB qui est trop présent, trop fort, trop puissant. Puis un jour, clac, finito, au revoir. Ils ont supprimé d'un seul coup, alors que ça marchait très bien, le Club Dorothée et les sitcoms. Quand il y a eu le clash entre AB et TF1, là on s'est dit, là ça va, il va y avoir des problèmes. On pense peut-être que finalement on va mourir. AB Productions. Le groupe AB.
Merci AB. Navarro, j'écoute. AB Production. Je suis le nouvel instituteur, Victor Novak. C'était AB. Fait par AB. RTL 9. AB. NT1. AB. XXL. AB. AB1. AB. 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 AB, c'est deux lettres, c'est A et B. C'est A comme artiste, comme Azoulay, B comme Berda, comme business. Quand on a compris ça, ça y est, déjà on comprend mieux l'univers d'AB. À la fin des années 70, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda ont un rêve, se lancer dans la production de disques. Ils montent ensemble AB Productions. On a commencé à faire des disques, plein de disques, qui ne marchaient pas. Et puis c'est finalement Dorothée, animatrice pour enfants sur Antenne 2, qui leur ouvrira les portes du succès. Avec les chansons écrites par Jean-Luc Azoulay, Dorothée devient rapidement la star des enfants. Elle franchit en 87 le cap des 10 millions de disques vendus. Ce qui est bien, c'est que tout s'est fait en enchaînement, logiquement, tranquillement et au hasard et au coup de cœur. En 87, TF1 est privatisé et propose à Dorothée d'avoir son émission. Claude Berda et Jean-Luc Azoulay en profitent pour se lancer dans la production télé et créent le Club Dorothée. Et on est parti au départ avec une émission tous les mercredis, et puis c'est devenu très rapidement 1000 heures de programme par an. Pourtant, malgré ce succès retentissant, AB reste mal perçu par le reste de la profession. C'est vrai qu'ils ne sont pas facilement acceptés par l'establishment, mais tant mieux, quoi. Tant mieux, c'est plutôt une force, non? Et leur force, justement, c'est de ne rien faire comme les autres. Avec une volonté sans faille, dès 89, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda prennent des risques et surprennent tout le monde en s'installant dans un hangar désaffecté pour le transformer en studio télé, du jamais vu en France. Je prends le schéma inverse de tout le monde, c'est-à-dire que je considère que c'est une industrie qui naît, je ne prends pas de sous-traitants, je construis des studios, on embauche les gens à temps plein, pas d'intermittents, et on crée une véritable industrie. Claude a pris la décision d'investir massivement dans les moyens techniques. Il y a une publicité du loto qui dit que pour gagner, il faut jouer. C'est vrai que si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas gagner. Et si vous n'investissez pas, ben vous ne pouvez pas gagner aussi. Il a été investi entre 160 et 200 millions de francs entre l'immobilier, les studios, l'aménagement des studios et les moyens techniques. On a été beaucoup plus dynamique dans l'investissement que les chefs d'entreprise normaux dans ce métier. C'est-à-dire qu'on a décidé d'avoir nos propres studios, nos propres caméras, nos propres régies et nos propres collaborateurs. Il fallait le faire. Il y en a beaucoup qui auraient regardé le bénéfice à la petite semaine, qui auraient empoché, qui auraient vécu peut-être d'une manière très luxurieuse, mais qui n'auraient jamais bâti cet outil industriel. Le geste est d'autant plus surprenant que AB a choisi de déserter les endroits chics privilégiés d'habitude par les sociétés de production pour s'installer en banlieue, à la Plaine Saint-Denis. La Plaine Saint-Denis, mais tout le monde rigolait à l'époque. Tout le monde considérait qu'on allait... tout le monde pensait qu'il fallait se faire vacciner pour aller à la Plaine Saint-Denis, que c'était au bout du monde et que jamais, jamais personne n'irait se déplacer dans ces espèces de zones perdues, délabrées, parce que c'était complètement délabré, et surtout si proche des mauvais quartiers, si je puis dire. Je suis arrivé, il y avait 3 plateaux. J'ai vu construire 2 autres plateaux et puis 2 autres derrière. On se demandait si ça s'arrêterait un jour. Aujourd'hui, quand on va à la Plaine Saint-Denis, quand je vois ce côté quasi hollywoodien des allées avec toute cette surcharge à l'intérieur, je dis que peu de gens, en tout cas il n'y a pas d'allée Claude Berda, c'est une injustice, je tiens à le dire, parce que si tous les studios sont là où ils sont, toutes les boîtes de production sont là, c'est grâce à Claude. Et nous sommes encore ensemble pour 2 heures de folie. Les commandes de TF1 affluent et les studios tournent à plein. Mais Claude Berda ne peut se contenter de ce seul succès. Costume 2, vite, vite, excusez-moi, Il sait que la situation du groupe ne pourra être satisfaisante tant que TF1 sera son unique client. Et Claude Berda nourrit d'autres ambitions. Il a par exemple noté qu'une réglementation impose à toutes les chaînes de diffuser un quota de programmes européens par an et qu'elles ont du mal à s'approvisionner. Fort de ce constat, il propose alors ses services à la 5. J'avais fait un calcul très simple, il fallait 60% d'Européens dans toutes les chaînes. Donc j'avais pris le nombre d'heures qu'il y a par jour, ce qui est quand même à la portée de n'importe qui. J'avais enlevé
les journaux de télévision, les émissions de plateau, etc. Et j'avais conclu qu'il fallait tant d'heures de programme pour satisfaire les besoins de chaque chaîne. Et j'ai acheté tout ce qui était passable en Europe. Derrick, Le Renard, Tatort, Soko et d'autres téléfilms en fait. Et on est devenu, donc ça a fonctionné, et on est devenu à ce moment-là un des premiers fournisseurs de programmes de la 5. Vous êtes propriétaire de cet endroit? Oui. Le succès de ces séries européennes offre à AB la possibilité de diversifier ses clients et ses activités. Avec la vente de programmes à la 5, le groupe ne se contente plus d'être producteur, il devient également distributeur et propriétaire de nombreuses séries télé. Le groupe est donc en pleine expansion. Le problème, c'est qu'il va être confronté à un imprévu de taille, le dépôt de bilan de la 5 en 92. Merci, bonsoir. 5, 4, 3, 2, 1, Au revoir. À bientôt. À bientôt. Ce dépôt de bilan place AB dans une situation inattendue et particulièrement difficile. Le groupe a vendu de nombreuses séries à la 5 et quand la chaîne disparaît, AB perd de fait son seul autre client. Le fait que tout d'un coup on perde ce client qui était le seul débouché possible pour ces programmes à ce moment-là, en fait faisait que tous ces programmes achetés étaient en pure perte. On a acheté à crédit et on vend à crédit. Donc si on n'est pas payé, on saute. Il avait je ne sais combien de millions à l'extérieur. Plus de 300 millions de francs. Ce qui par rapport à la taille d'AB équivalait à l'époque, je pense, quasiment à un an de chiffre d'affaires. C'était énorme. Il était limite d'être ruiné. Le groupe était en danger. On a failli tout perdre, on a failli fermer. Même si personne ne s'en est vraiment rendu compte, il a fallu masquer ça, je dirais, vis-à-vis de l'extérieur pour conserver nos forces dans la négociation. Ça a été une lutte pour la survie, parce que financièrement, on s'est retrouvé dans une situation extrêmement difficile pendant à peu près 6 mois ou 8 mois, le temps de régler ce problème. Ça a été vraiment une question de vie ou de mort pour le groupe. Et ça, Jean-Luc Lagardère le comprend et nous dédommage à peu près correctement, même très correctement. Et ça permet, entre autres, de sauver notre groupe. Le talent de Claude Berda, ça a été de négocier extrêmement bien, c'est-à-dire de se sortir d'une façon très honorable de ce dépôt de bilan qui pouvait être une catastrophe. Puisque on a été indemnisé, je dirais, on a été indemnisé largement, ça serait beaucoup dire, mais en tout cas, on a été suffisamment indemnisé pour qu'on retrouve notre santé financière. Il n'a pas été difficile pour Claude de renégocier derrière avec le service public la diffusion de Derrick et toutes les séries allemandes qu'il avait en stock, qui a été un moyen de compenser très très agréablement la perte de chiffre d'affaires de la 5. Le contrat qu'il a signé à l'époque avec le service public était superbe. Avec ce nouveau client qu'est le service public, la distribution de programmes va même constituer une partie de plus en plus importante du chiffre d'affaires du groupe. Parallèlement, AB se tourne vers l'international pour exporter ses productions maison. Son fer de lance à l'étranger, Hélène et les garçons. On a commencé à vendre la série à l'étranger et il s'est avéré que dans la plupart des pays, les audiences étaient au rendez-vous. Quasiment les mêmes audiences qu'en France. Et Hélène, on l'a vendue dans 44 pays. Le phénomène Hélène a été partout dans le monde, en Grèce. Belgique flamande. L'Italie, ça a été énorme. J'avais vendu Hélène et les garçons en Pologne. Ça a très bien marché en Espagne. En Russie, en Turquie, en Norvège. Ça a été un phénomène en Norvège. Ils ont vu une hausse des inscriptions au cours de français. So, why are you in college if you're musicians? Well, you know how parents are. It was either college or work. And we thought about that for 2 to 3 seconds. Yeah, David wanted to go to work, but we changed his mind for him. Hat sie ihre ganze Familie aus Texas mitgebracht? Wir sind nicht gemeint. Kennt ihr euch? Sie duscht gerade. Hallo, Elisabeth? Ach, ihr müsst Julia und Sabrina sein, stimmt's?
J'ai une copine qui était en Transalbanie pour le premier festival de Dracula de Transalbanie. Elle va dans son chambre d'hôtel, elle allume la télé et la première chose qu'elle voit, c'est ma tranche, un gros plan. Ragazzi, è terribile, davvero terribile. Joanna, cos'è successo? Una cosa grave? Sì, Jean-Christophe. Ah, mi avevi spaventato. Hola, muchachos. ¿Cómo está mi cri-cri? Oh, Johanna, si sigues llamándome cri-cri... Cuidado, Johanna, cuando está en ese estado no sabes el riesgo que corres. Una vez sacó un cuchillo y saltó sobre la mesa. 70% de part de marché sur la première chaîne russe. C'était devenu le must à Moscou. Il fallait aller s'inscrire à l'Alliance française et apprendre le français. Et si le français connaît un tel succès à Moscou, c'est que cette version est particulière. Par manque de moyens, la chaîne russe n'utilise qu'une seule voix qui traduit l'ensemble des personnages et la version française reste en fond sonore. Si. С ума сойти. Les filles. Ангел прилетел. C'est une hallucination? Это галлюцинация или явление воплоти? Ты тоже ее видишь, Николя? Quand on sort Hélène et les garçons ou Premier baiser, tous les intellectuels, tout ce monde, ce petit monde de l'audiovisuel nous prend pour des fous. Et on fait un carton, et un carton mondial. Et on est une grande victoire pour la francophonie. C'est-à-dire qu'on les a battus sur tous les terrains. On les a battus sur le terrain de la créativité, on les a battus sur le terrain de l'audience, on les a battus sur le terrain de l'exportation de la francophonie, on les a battus sur le terrain économique et on les a battus enfin sur un truc très important pour moi, sur l'emploi. Parce que grâce au sitcom, on a créé des centaines d'emplois. Parallèlement, AB poursuit sa politique de diversification et en 1996 rachète Hamster Productions à Pierre Grimblat. Bonjour, je suis le nouvel instituteur Victor Novak. La société produit l'Instit ou encore Navarro. Avec ses fictions lourdes, Hamster bénéficie d'une très bonne image, celle d'une télé haut de gamme et de qualité. Le rachat d'Hamster, c'est un coup extraordinaire parce qu'il y a deux héros qui sont les deux héros les plus importants de deux chaînes de télévision, Navarro pour TF1, l'Instit pour France 2, qui passent dans le giron d'AB. On a forcément imaginé à l'époque que ça nous donnerait une, comment dirais-je, une force supplémentaire, un pouvoir de négociation supplémentaire avec TF1. Et comme ça faisait quand même déjà un paquet d'années, ça faisait déjà de nombreuses années qu'on négociait avec eux tous les jours, c'est vrai qu'on était toujours à la recherche quand même d'avantages, de nouveaux avantages dans la négociation. Est-ce que TF1, dès ce moment-là, commence à s'inquiéter de cette montée en puissance du groupe AB? Je ne saurais pas le dire. La montée en puissance d'AB et ses milliers d'heures de programmes en stock poussent le groupe à s'intéresser à la télévision numérique. Cette nouvelle technologie peut lui permettre de créer ses propres chaînes. AB produit déjà et distribue des programmes. Si le groupe devient également diffuseur en possédant ses propres chaînes, alors il sera totalement indépendant. Berda décide de lancer un bouquet de, je sais pas, une vingtaine de chaînes. Vas-y, mais lui, il est complètement fou. Quand Claude Berda, un jour, a décidé de se lancer comme diffuseur et de faire ABSAT, c'était une révolution. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est-à-dire ce Goldluro là qui se permet de penser qu'il va faire un bouquet satellite à l'égal des plus grands. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. C'était, à l'époque, il y avait un bouquet analogique, Canal Satellite, une petite vingtaine de chaînes thématiques en France. Donc ce qu'il proposait de faire, c'était ni plus ni moins de doubler le nombre de chaînes en France dans un délai rapide. On les prenait pour des fous furieux. On les prenait, Azoulay et Berda, pour deux types qui n'en seraient réduits qu'à faire des sitcoms, et j'ai rien contre les sitcoms, ou qu'à faire des programmes pour la jeunesse. En juillet 1996, on veut lancer ce projet de chaîne satellite, câble et satellite. Mais pour le faire, il fallait beaucoup d'argent. AB n'avait pas suffisamment d'argent pour le faire. Donc on a étudié au cours de l'été 1996 toutes les possibilités pour trouver cet argent, sous différentes formes, de montage, de prêts, de syndication bancaire, etc. Au final, ça a été la cotation en bourse à New York. L'entrée en bourse à New York a étonné pas mal de personnes. C'était une aventure tellement à la fois nouvelle et risquée que je me suis dit, là, il est vraiment gonflé, comme on dit. Hein. À l'époque, seuls les Américains pouvaient comprendre. Et ils avaient l'habitude du satellite, et ils avaient l'habitude des entrepreneurs, et pour eux,
Et pour eux, le roadshow a été relativement simple. Quand on leur a expliqué que la France, qui était pour eux un pays moderne, le symbole de la démocratie, de la liberté d'expression, etc., avait 2 chaînes privées et 3 chaînes publiques, ils ne croyaient pas. Là, de nouveau chapeau, hein. Il a été en Amérique, un Français, pour investir dans la télévision française sur un programme, un projet où tous les Français se disent mais il n'a aucune chance, et il lève des sommes absolument considérables. Il fallait quand même y aller, quoi. Et non seulement ils sont allés, mais ils ont fait main basse sur à peu près 1 milliard de francs, quoi. Quand il prend ses sous à la bourse américaine, on est comme d'habitude, baba, on lui dit... On n'y croit pas. On dit comment il a pu, encore une fois, comment il a réussi son coup. C'est non seulement extraordinaire, mais unique au monde, puisqu'on était la première société française à ne pas être cotée, à s'introduire au New York Stock Exchange, qui est le grand marché de la bourse de New York. À ce moment-là, il dit, tu te rends compte, Azoulay et moi, d'où on vient, on a démarré cette boîte avec 25 000 balles, je vendais des jeans dans le sentier, qui aurait cru que nous deux, on puisse... s'introduire sur le marché américain. Aucun autre groupe audiovisuel français n'a osé le faire, et nous, on l'a fait. Et c'est ça qui leur a donné les moyens de, derrière, se lancer dans le SAT de manière indépendante. En savourant son succès à New York, l'équipe de Claude Berda pense qu'elle a remporté une bataille décisive pour le lancement d'ABSAT, celle du financement. Mais d'autres difficultés vont surgir, plus inattendues. Ça a été un vrai parcours du combattant pour assembler le puzzle qui permettait de faire un bouquet satellitaire. Il ne suffisait pas d'avoir des programmes pour les diffuser. Il fallait avoir aussi une capacité satellitaire, c'est-à-dire la capacité pour que le téléspectateur qui nous regarde puisse recevoir les chaînes. On nous a dit qu'il faut une capacité satellite. Nous, on va voir France Télécom. On va voir évidemment les gens qui naturellement fournissent cette capacité. Et là, très rapidement, on se rend compte qu'on nous dit pas non, mais on nous fait traîner, on nous fait attendre, on nous fait piétiner. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis le seul au monde à louer un satellite belge, puisque France Télécom a refusé de me louer des satellites, et que mes satellites Telsat, je les loue à Belgacom. Les décodeurs, là encore, naturellement, on se tourne vers les fournisseurs habituels et traditionnels du marché français, les industriels français, les Thomson, les Philips France, les Sagem. Mais tous ces gens étaient sous contrat avec qui Canal, qui TPS. Et dans TPS, il y avait un partenaire qui s'appelait France Télécom, il ne faut jamais oublier. Hein. Donc en fait, tout le monde, vous ne pouvez pas nous dire on refuse de vous vendre des décodeurs. Parce que sinon, ça tombait sous l'appellation de refus de vente. Seulement, pour faire des décodeurs pour AB, il fallait plus de temps, il fallait plus de garanties, il fallait plus de ci et plus de là. Ce qui fait qu'en fait, le but était de se dire, si AB n'a pas de décodeur, ils ne peuvent pas lancer. Et nous, l'échéance, elle approche, parce qu'on a un planning à respecter, et on se rend compte que petit à petit, finalement, il y a une espèce de, en tout cas, si ce n'est pas collusion, mais en tout cas d'accord tacite entre tout le monde pour nous empêcher d'avoir les moyens de rentrer sur ce marché. On nous a fermé la porte, on a mis notre pied entre l'entrebâillement, on leur a dit vous nous laissez entrer et on va vous montrer ce dont on est capable. Et on est obligé d'aller importer des décodeurs de Chine qu'on fait fabriquer en France à Bordeaux, assemblés. Donc on devient des industriels de l'électronique malgré nous finalement parce qu'on ne trouve pas d'interlocuteurs, personne pour nous vendre. Thomson ou Sagem nous ont obligés à aller en Chine, etc. Bon, tant mieux, tant pis, et tant pis pour eux. Et tant pis pour eux, et tant pis pour l'industrie française en général. Et tant pis pour France Télécom qui perd depuis 12 ans un contrat de 60 millions de francs par an. Le groupe AB a traversé une période difficile, mais c'était un projet tellement fabuleux. Rendez-vous compte, je pense que c'est une expérience unique dans une carrière. En avril 1996, on lance 8 chaînes. En octobre-novembre de mémoire 96, on en lance 8 autres. Entre décembre 95 AB1 et décembre 87, on a lancé 17 chaînes de télévision. Et j'incite, on le lance 8 jours avant Canal et 1 mois ou 2 avant TPS. Et c'est ce qu'on a réussi, à mon avis, à faire avec ABSAT, c'est d'hyper-thématiser les chaînes. C'est-à-dire aller dans un kiosque à journaux, c'est comme ça que ça a démarré. On est allé dans un kiosque à journaux et on a vu la presse qui fonctionnait, c'est la presse hyper spécialisée. Les magazines qu'on vendait le plus, c'était les magazines de voitures.
c'était les magazines de chasse et pêche, c'était les magazines de voyage, c'était les magazines de charme, et c'était les magazines concernant les animaux. Ou la musique. Et j'ai fait tout. Un magazine qui vous fera découvrir la faune sauvage. Al-Qaeda is to terror, what the mafia is to crime. La force du groupe AB aussi, c'est quand il a démarré dans les chaînes par satellite, c'est qu'il disposait, et c'est ça son plus, de programmes qui lui appartenaient. Donc il a pu à la fois créer les tuyaux et remplir ce qu'on mettait dans les tuyaux. Il était à toutes les étapes de ce processus. Il a créé des chaînes qu'il a gérées et qu'il a montées à je sais pas, 1/10 du coût de ce que faisait TPS ou CanalSat parallèlement, parce que effectivement, les chaînes qu'il créait, comme par hasard, 95% de la programmation de ces chaînes, c'est des programmes qui lui appartiennent, de l'alimentation de son propre catalogue. Moi, j'arrive pas à y croire, c'est tout, j'arrive pas à y croire. Avec ses chaînes hyper thématisées, Claude Berda pense avoir une place face à Canal Satellite et TPS. Mais la concurrence entre les trois bouquets est rude et AB se trouve dans une situation très particulière, car TPS a comme actionnaire majoritaire TF1, TF1 son principal client. Lorsque le groupe AB se pose tout d'un coup en concurrent de cette formidable aventure numérique que va être TPS, Patrick Lelay ressent ça comme une vraie trahison. On avait commis un crime, c'est-à-dire qu'on avait monté ABSAT, qui était donc des chaînes de télévision, et TF1 n'a pas supporté qu'un de leurs fournisseurs devienne leur concurrent. C'est TF1 qui a permis qu'un empire se fasse en dehors de lui. Voilà. Alors, au début, ça fait rigoler, et puis assez vite, ces types, on a fait leur fortune. Et d'autant que Claude disait à ce moment-là, oui, c'est vrai, vous faites ma fortune, c'est formidable, merci beaucoup, en rigolant. Et donc, je vois un énervement qui monte de la part de TF1. Et très vite, on a perdu 10 minutes de Club Dorothée, puis 20 minutes, puis une demi-heure. L'horaire a changé, on est passé de 16h35, 16h40, qui était l'horaire idéal pour que les enfants arrivent sur l'émission. On est passé à 16h. Donc à 16h, les enfants sont encore à l'école, donc forcément, les audiences ont chuté. Puis un jour, clac, finito, au revoir. Ils ont supprimé le Club Dorothée et les sitcoms. Mais ça, c'était le risque de monter ABSAT. La logique de Patrick Lelay est compréhensible. Je deviens un concurrent, il ne va pas nourrir en son sein un serpent, si je veux paraphraser, à mon détriment, les classiques français. Je me souviens du jour où il a su que c'était fini pour Dorothée. Vraiment. Que Dorothée n'en reviendrait pas à l'antenne. Et ce jour-là, moi, je me suis retrouvé à côté de Claude. Et je ne pense pas que les quelques larmes que j'ai vues ce jour-là sur son visage étaient des larmes de crocodile, justement. Je pense que c'était des vraies larmes. Voilà. La fin de Dorothée est très triste. Je pense que TF1 n'a pas été très bien. La dernière émission qu'on fait, il ne faut pas le cacher, on voulait la faire en direct, on ne l'a pas faite en direct. On pleurait tous sur le plateau, il faut dire les choses comme elles sont. La dernière, c'était émouvant, mais c'était tellement émouvant que je ne me souviens pas de grand-chose. En fait. Si je me souviens, tu ne pleures pas, tu ne pleures pas, tu ne pleures pas, tu ne pleures pas. C'est raté. Un jour, on se retrouvera et... Mais c'est pas mon anniversaire. Bah non, mais nous aussi, on t'a préparé une petite surprise parce que c'est nos 10 ans. Du Club Dorothée. Et qu'on a tous un cœur très très gros. Voilà. Il y a un cœur qui bat, je peux te dire, à grande vitesse. Alors, faut souffler. C'est promis, les copains, un jour, on se retrouvera. J'ai promis, je ne pleurerai pas. Je me souviens, Corbier était en larmes. Moi, je valais pas beaucoup plus cher, mais j'étais dans ma cabine, alors on voyait pas trop. C'était très pénible. Très douloureux, quoi. Bon, on avait vraiment un sentiment de déception, une belle histoire qui s'arrête, hein.
Je souhaite aux futurs animateurs d'avoir des producteurs aussi fous que les miens. De pouvoir faire vivre des aventures extraordinaires comme on a vécu. On a fait des choses formidables. On a voyagé, on s'est beaucoup amusé, on a fait les clowns. Tu sais qu'un jour ça va finir quand tu fais une émission de télé. Mais quand ça marche pendant 10 ans, tu dis ça va continuer 20 ans, 30 ans, tout en sachant très bien que déjà 10 ans, c'est énorme. Rajouter aux 10 ans de Récré Radio, on a quand même, avec Dorothée, fait 20 ans au plus haut niveau pour les mômes. Il faut savoir arrêter des programmes qui fonctionnent mais qui arrivent en fin de cycle. Donc c'est ça la raison de la décision de l'arrêt du Club Dorothée. Et même s'il n'y avait pas eu Abessat, on aurait arrêté le Club Dorothée. C'était au moment où ils arrêtaient les choses dites un peu commerciales et faciles. Je crois qu'en même temps de Dorothée, ils ont arrêté Bouvard et les grosses têtes. Et je crois qu'ils ont dû arrêter... Ils ont arrêté Morandini avec son émission qui s'appelait, je ne sais plus très bien comment, qui marchait très bien, parce que finalement, on continue à faire la même chose, mais ça ne s'appelle pas l'émission de Morandini. Ils ont arrêté tout ce qui était facile et tout ce qui était commercial pour faire, paraît-il, de l'intellectuel. Je ne sais pas où est l'intellectuel de TF1 en ce moment, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. La rupture des contrats jeunesse, c'est une catastrophe pour Bernard. Il le vit comme une catastrophe. Ça a été un choc économique considérable. On perd notre métier de base sans avoir réussi encore dans ce nouveau métier qui est le métier de diffuseur. Les chaînes coûtent cher et il n'y a pas de recettes. Sur une année, on perd 300 millions. Au cumul, sur cette période difficile, on doit approcher les 500 millions de francs. Donc c'est vraiment un montant colossal. Parallèlement, le cours de bourse a commencé à s'effriter. Les fonds américains qui avaient investi ont commencé à se poser des questions et on a passé des moments extrêmement compliqués. Le titre plonge en bourse, il chute à $12 et il ne va cesser de perdre de sa valeur jusqu'à tomber jusqu'à, je crois, en dessous des $3 à la fin de 98. C'est des années difficiles aussi parce que, à l'époque, on entre dans cette période-là avec des effectifs très importants. Quand moi je suis arrivée, il y avait des mois où il y avait 1500 fiches de paie. Ils ont dépensé beaucoup d'argent parce qu'ils ne souhaitaient pas séparer du personnel. Il n'y a rien de pire pour un chef d'entreprise, en tout cas pour un chef d'entreprise comme moi, que d'avoir à licencier un collaborateur, un employé qui n'a pas démérité. Claude Berda met du temps à se décider, en fait. On essaye plein de choses. On a essayé des collaborations avec M6, un petit peu, avec les uns ou les autres, d'essayer de faire renaître des projets, mais on ne prend pas les vraies décisions. On attend. Et ils ont mis plus de 14 mois pour prendre la décision de licencier le personnel. C'est quand même la renonciation à tout ce qu'on avait construit, à tout cet élan, à tout cet esprit de conquête. On passe la page, quoi. Il faut passer à autre chose. Ça a été la page la plus noire de l'histoire d'AB. On a fait un plan social, puisqu'il n'y avait plus d'émissions. Et ça a été assez douloureux, parce que c'était tous des amis, c'était tous des gens qu'on aimait bien. Il faut vous dire que moi, j'étais peut-être le parrain d'une trentaine d'enfants dont j'ai été obligé de licencier le père ou la mère. C'est un moment épouvantable, le plus épouvantable pour un chef d'entreprise. Claude Berda pense qu'il vit alors les pires moments de l'histoire du groupe, mais le sort va s'acharner sur AB. L'incendie s'est déclaré vers 18h15 hier soir. Il s'est propagé très rapidement dans ce bâtiment de 5 niveaux de type pailleron. Un bâtiment qui abrite le siège social de la société Abessat, filiale du groupe AB, géant privé de la production audiovisuelle. C'est vrai que ce moment de l'incendie était une catastrophe. C'était le truc de trop. C'était un moment dur, on a pu imaginer que tout était détruit. J'arrive et je vois l'immeuble en train de brûler, et puis vraiment, ça brûlait comme... Enfin, on voit tout de suite que c'était sans espoir, quoi. C'était vraiment en train de cramer totalement. On avait 3 personnes qui étaient coincées dans un bureau, qu'on a tout fait pour essayer d'aller chercher. 4 personnes ont été légèrement intoxiquées par la fumée et 2 sapeurs-pompiers ont été blessés durant l'intervention. Un incendie, vous perdez tout. Il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de dossier, il n'y a plus rien.
non content qu'évidemment, après, il faut se réorganiser, retrouver des bureaux. Enfin, il y avait quand même, je sais pas, 300-400 personnes. Donc, bon. Quant au programme d'ABSAT, 18 chaînes thématiques sur satellite, ils sont momentanément interrompus pour une durée de 2 ou 3 jours selon les responsables. Plusieurs antennes satellites ont été endommagées par le feu. Tout le monde s'est battu pour sauver tout ce qui pouvait être sauvé, pour redémarrer immédiatement les émissions. Il n'y a quasiment eu pas d'interruption, quelques heures seulement. En 48 heures, on réémet. Et à partir du moment où on réémet, alors qu'on n'a plus d'immeuble, que tout a brûlé, seule la régie a été épargnée et la bandothèque, on se dit, bon, si ça a été sauvé, c'est que ça va marcher. Le jour où il y a l'incendie, il y a une partie d'ABSAT qui est encore utilisable. Son téléphone sonne, c'est un grand patron de chaîne qui l'appelle. Je vous assure, je suis là, il met le haut-parleur. Je ne vous dirai pas qui c'est. Il lui dit, c'est un incendie ou quoi? Et Claude Berdal lui dit, ou quoi? Non mais, vous imaginez, enfin, on est encore dans une... Et là, je vois Berda se dire, il ne dit pas haute voix, mais je le lis sur son visage, sur ses yeux, et dire, mais merde, ils vont me laisser tranquille. Enfin, c'est quoi ce regard qu'on pose sur mon groupe et tout? C'est scandaleux parce que moi je l'ai vécu, il y a des gens qui ont été mis en danger et que tout aurait pu s'arrêter et tout s'écrouler. Hein, et c'est pas une assurance qui vous reconstruit une entreprise. Enfin, c'est comme ça qu'on se forge. Hein. Et c'est ça qui a donné et à l'entreprise et à moi-même et à ceux qui m'entourent cette vigueur, cette capacité de résistance et cette volonté qui a fait que ce qui est devenu le groupe AB aujourd'hui. Ce coup-ci, on a vraiment eu la trouille. Et je crois que si on s'en est tirés tous sans trop de dommages, eh ben c'est un bon présage et on va repartir encore plus fort qu'avant. Cet événement est capital dans l'histoire du groupe. Il permet de resserrer les liens du clan AB qui traverse une période particulièrement difficile. Au sein d'un groupe qui doute, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda doivent redonner confiance à leurs équipes et montrer qu'ils maîtrisent la situation. Mais Claude Berda, lui, sent que le groupe est à un tournant et qu'il lui faut prendre des décisions. À un moment, on était dans une position, pour caricaturer, d'assiégé. On est, j'allais dire en bagarre, disons en compétition avec les deux grands groupes, un qui regroupe toutes les chaînes hertziennes, l'autre le groupe Canal, et le combat est très rude. Donc c'est très difficile d'aller chercher des contrats de production. On ne pouvait pas exercer normalement son métier de producteur quand il y avait à côté les chaînes qui se développaient. En tout cas, ce n'était pas possible. Donc pendant toutes ces années 97-2000, on fait le blackout. Je décide de faire le blackout sur la production. AB a encore effectivement une activité de production, Navarro et l'Instit, hérité du rachat d'Amster en 96. Mais Claude Berda veut définitivement en finir. Il va convaincre Jean-Luc Azoulay de revendre cette partie de leur activité. Claude lui disait, sors de ce métier, on prend que des coups. Regarde, on prend que des coups. Viens, l'avenir, c'est les chaînes. Hein. Si vous voulez la diffusion, bon, c'est amusant un peu, mais à condition de pouvoir faire une vraie diffusion, de pouvoir créer des émissions, de pouvoir faire des choses normales. Mais c'est une diffusion qui consiste à mettre bout à bout des programmes qu'on a achetés. C'est pas passionnant. Au moment de vendre et au moment de signer, je dirais l'accord qui concrétisait la cession des activités de production, Jean-Luc a pris à part Claude et lui a dit « Tu n'as pas le droit de vendre, c'est mon âme que tu es en train de vendre. » C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Moi, j'ai mis toute ma vie, toute mon âme, tout mon cœur à construire ça. Et tu peux pas faire ça. Moi, je peux pas. Parce que ma vie, c'est pas les chaînes. Ce que j'ai envie de faire, même si c'est dur, même si on prend des coups, ce que j'aime faire, ce que je suis avant tout, c'est un producteur. J'essaye de le dissuader, mais il veut pas. On arrête la fiction, moi j'étais pas d'accord. Il supportait pas que la production exécutive des prime time qui nous restait, c'est-à-dire en gros Navarro, l'Instit, etc., soit revendue à un autre groupe. Ce que je vais faire, c'est que je vais racheter la partie production. Et il a monté JLA Production, dans lequel j'ai été très longtemps, dans lequel le groupe AB a été très longtemps associé. Moi, c'est Victor Novak, je suis instituteur, je suis remplaçant, quoi. Et toi? Jean-Luc Azoulay récupère donc la production de l'Instit et de Navarro et produit de nouvelles séries comme Quai numéro 1 pour France 2. Claude Berda, lui, a maintenant les mains libres pour relever le défi d'ABSAT. Pour gagner de nouveaux abonnés, il va miser sur le rachat de RTL9, une chaîne luxembourgeoise déjà connue du grand public, mais surtout une chaîne déficitaire depuis longtemps et dont personne ne veut.
Et c'est pourtant sur cette chaîne que Claude Berda va parier pour relancer Abesat. Bonjour. Le vrai nouveau départ, c'est le rachat d'RTL9. Ça se passe de façon amusante. Ça se passe au sport d'hiver, où je rencontre Albert Frère. Albert Frère qui a connu Claude dans les éditions Dupuis, quoi, en fait, finalement, et qui a vu son tempérament. Et il me propose de racheter RTL9. Personne n'en veut, personne n'y croit. Une chaîne qui perd de l'argent depuis peut-être, en tout cas déjà depuis un certain nombre d'années. On se donne rendez-vous à midi et demi. Je suis là. Et à 1h moins 20, on l'avait topé. 24 heures après, il signe. Donc ça, c'est pas une négociation, je dirais même. C'est tu la veux, tu la prends, voilà, c'est fait. Et tout le monde se demande pourquoi. Enfin, je veux dire, finalement, tout le monde se dit, il est fou. Il est fou de l'acheter aussi cher. C'est encore un coup. Enfin, là, en l'occurrence, c'est un coup de poker. Ça, c'est aussi le talent de Claude Berda qui a su saisir l'opportunité, qui a su faire le deal immédiatement. Et c'est vrai que c'était un deal capital. Très rapidement, Claude Berda s'attaque à la programmation de RTL9 et remplace les émissions de jeux ou d'infos jugées trop coûteuses pour les remplacer par des séries ou des téléfilms populaires. Il va même chercher des visages pour animer les émissions de la chaîne. C'est légal, législatif. Alors il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Pour moi, c'est un moment de passion. Voilà. Et il trouvera encore d'autres moyens pour faire monter les audiences. D'abord, qu'est-ce que regardent les gens avant tout et en premier? C'est les films. Eh ben, il a mis tous les soirs, parce que c'était une législation spéciale. On diffusait à l'époque, je crois que c'est encore, enfin, il faudra vérifier, du Luxembourg. On pouvait, à l'époque, on n'était pas lié aux conventions du CSA, donc on avait le droit chaque jour à un film. D'ailleurs, quand il y a chaque jour un film, les gens vont voir à 20h30, et le samedi compris, un film. Et puis on adore, même s'il est passé il y a 4 ans sur une grande chaîne, on a envie de le revoir et tout. Ça a été un choix de programmation, tout simplement. Et c'est donner au public ce qu'il a envie de voir. Un an après, l'audience a augmenté, les recettes publicitaires ont explosé, la chaîne est rentable alors que depuis des années, elle perdait de l'argent. Et puis RTL9 est la plus grande, je dirais, des petites chaînes. C'est une chaîne très rentable et c'est un des joyaux du groupe aujourd'hui. Et ça ne se fait pas sans, à mon avis, et c'est là où on va faire taire les mauvais angles, sans talent. C'est pas possible. On peut mettre tout sur le facteur chance ou opportunité, etc., mais il fallait avoir la présence d'esprit d'acquérir cette chaîne, qui était encore une fois moribonde. Aujourd'hui, on dit RTL9, la première chaîne du câble du satellite. Ce n'était pas le cas quand on l'a acquise. Claude part aux États-Unis au May Screenings, donc qui est le lieu où les Américains présentent leurs nouvelles séries, je dirais, à tous les diffuseurs de la planète. Il est là, il discute avec Warner et le président de la distribution lui dit « Je veux bien te vendre, mais tu dois m'acheter au moins 1 ou 2 autres séries ». Claude, évidemment, est un peu agacé parce que il avait envie d'acheter une série, il se retrouve avec 3 séries. Mais il dit « Bon d'accord, mais je l'ai choisi ». Pour être tout à fait franc, j'ai trouvé que c'était une copie moyenne d'Hélène et les garçons. À l'époque, il se trouve en plus qu'on était en discussion avec des producteurs américains pour faire le remake d'Hélène et les garçons. Et donc il dit ça devrait marcher, c'est marrant comme truc, tiens ça ressemble exactement, tiens ce que je produis les garçons ça marche, tiens je le prends cette série. Et personne n'en voulait, personne n'y croyait à Friends. Donc Warner nous vend Friends. Personne voulait être Friends. C'est aussi étonnant aujourd'hui, a posteriori que ça puisse paraître, personne voulait être Friends. Personne n'en voulait, j'ai d'ailleurs mis 3 ans à le vendre. Le premier qu'il a pris, c'est Jimmy, en version anglaise, sous-titrée. Et puis après, Jean-Pierre Côté, qui était à la tête de la 2, conseillé par sa femme d'ailleurs, à qui je rends hommage, fait acheter Friends. Voilà. Mais vous voyez la péripétie, c'est-à-dire que c'est de toute façon les acheteurs de la 2, qui d'ailleurs l'avaient refusé à Warner, puisqu'ils avaient un contrat avec eux. Voilà. Ça a été un énorme succès. Et tout le monde se demande toujours comment on a fait pour avoir Friends. Ou comment Claude Berda a eu l'idée, mais quel est ce coup de génie, quoi, en fait. Combien il l'a payé ? Oh, je dois avoir une idée, mais c'est des choses il faut laisser un peu la magie des choses s'opérer. Pas très cher, en fait. En tout cas, elle n'a pas payé plus cher qu'une autre sitcom à l'époque. C'était dans le prix normal, on ne l'a pas payé plus cher. On ne l'a pas payé plus cher et en plus le contrat était très bien négocié. Donc c'est vrai qu'on a les droits pour une durée très longue. Le regret que j'ai, c'est que quand j'ai acheté Friends, j'ai oublié d'acheter la vidéo.
Et que jamais une série ne s'était vendue en vidéo. Claude Berda comprend qu'il ne va pas pouvoir se contenter de commercialiser lui-même ce bouquet à travers des décodeurs que les gens achèteraient dans des supermarchés pour 2000 balles. Très vite, Claude Berda a compris qu'il n'avait pas la capacité commerciale et d'infrastructure, surtout en hommes, en personnel, en diffusion sur toute la France, pour aller chercher la mercière de Périgueux au fin fond de sa province pour lui vendre à Bessat. Mais ça, la distribution, c'est un marché, c'est un métier très coûteux qui peut rapporter, mais il faut avoir beaucoup plus d'argent que ce qu'il en avait. Une des solutions, c'est vrai que c'était un compromis avec Canal Satellite ou TPS, et donc d'avoir au moins une distribution à travers ces plateformes. Au départ, il y avait quand même une résistance de la part de Canal Satellite et TPS de reprendre nos chaînes. Quand Patrick Lelay apprend que Claude Berda veut vendre ses chaînes tant à CanalSat qu'à TPS, il n'hésite pas à dire mais c'est la stratégie du bigorneau, du coucou qui fait son nid ses œufs dans les nids des autres. On a dépensé un argent fou dans cette histoire de TPS, et voilà que quelqu'un qui n'en a pas les moyens prétend pouvoir venir se nicher chez nous. Donc finalement, au prix de discussions et de négociations périlleuses, bon, il y a finalement eu un accord et on est arrivé à effectivement distribuer une partie des chaînes sur TPS et sur Canal Satellite. Bah, ça a été des négociations, comme toujours, entre une plateforme et des gens qui produisent des programmes. En fait, vous savez, c'est très simple. Quand vous avez des éditeurs de chaînes qui vous proposent des chaînes qui sont de nature à faire vendre votre bouquet, bon, la discussion, elle est toujours difficile parce que bon, il faut s'accorder sur le prix, mais au bout du compte, on arrive à un accord. Il y avait une demande, encore une fois, c'est le public qui a réclamé les chaînes AB. Donc très vite, les câbles opérateurs et les opérateurs par satellite ne pouvaient pas faire autrement que d'avoir ces chaînes pour leur offre. C'est assez remarquable de voir que, en fait, aujourd'hui, après des débuts un peu difficiles, il doit avoir une vingtaine de chaînes, que Abessat gagne de l'argent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais qu'en plus, il est à placer des chaînes parmi ses deux concurrents. Alors qu'il avait décidé d'arrêter la production en 99, Claude Berda, 2 ans plus tard, rachète Via Production, qui produit Une femme d'honneur, l'un des plus gros succès d'audience de TF1. En réalité, maintenant que sa situation de diffuseur est assurée, Claude Berda veut redevenir producteur. Et en 2004, il rachète Expandrama, une façon d'augmenter aussi son catalogue de programmes. Et moi, je considère que la télévision, c'est la production. C'est évident qu'il faut acheter des produits parce qu'on ne peut pas tout produire, mais c'est évident qu'il faut être entouré de créateurs et de créatifs pour alimenter ça et continuer et viser les audiences qu'on a eues par le passé. Alors, nous allons examiner la candidature de AB1 sur la télévision numérique terrestre, sur la partie... Le nouveau combat de Claude Berda, c'est la TNT, un dossier sur lequel il s'est investi très tôt. En 2002, le CSA ouvre enfin les auditions pour attribuer les 18 licences nécessaires à la création de ces nouvelles chaînes. Claude Berda est là, car il compte bien en récupérer quelques-unes. Et aujourd'hui, qu'avons-nous dans la télévision en clair? 2 chaînes privées, et en face, une armée de mendiants, les producteurs. On est le seul pays civilisé, encore aujourd'hui, où 80% de la population ne reçoit que 4 chaînes ou 5 chaînes. Et c'est ça qui a intéressé Claude dans la TNT. Oui, effectivement, on est très en retard par rapport aux autres. Par rapport à l'Italie, c'est un autre monde. Mais même par rapport aux États-Unis, à l'Angleterre, bon, c'est très bien. Et il est temps que les chaînes numériques terrestres augmentent un peu le paysage audiovisuel français. Et Claude Berda défend pas moins de 10 dossiers de chaînes devant le CSA. L'occasion pour lui de plaider avec ardeur pour son statut d'indépendant. Aujourd'hui, avec le numérique terrestre, vous nous donnez une bouffée d'oxygène extraordinaire parce que tout d'un coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une diffusion normale. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé de supplier monsieur un tel ou un tel pour être normalement diffusé. J'entendais hier le patron de TF6. Je l'entendais dire devant vous, TF6 est une alliance réussie entre 2 grands opérateurs. Mais comment peut-on dire ça?
Il dit mieux que ça. Il dit c'est une chaîne bien née. Une chaîne bien née. Parce qu'il dit c'est un animal de race. TF6, fils de TF1, fille d'M6, animal de race. Mais on est quoi, nous? Qu'est-ce qu'on est? Quand on n'est pas fils de TF1 ou d'M6, on est des bâtards. Mais c'est invraisemblable. Je reviens sur votre plan. Si Claude Berda se bat avec autant d'acharnement, c'est que l'enjeu pour lui est énorme. La TNT, c'est l'occasion unique pour son groupe de devenir totalement indépendant, de faire exister ses chaînes sans dépendre d'aucun distributeur, une occasion qu'il ne peut pas se permettre de rater. Sur NT1, la nouvelle grande chaîne. On va tout vous dire, un magazine d'investigation de proximité. Et son acharnement a payé. Il obtient une licence pour NT1 et placera AB1 en chaîne payante. C'est donc le CSA qui l'autorise enfin à exister de manière complètement autonome. Merci en tout cas. Merci. Ça, c'est parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder l'émission. C'est pour ça, c'est un vrai succès. Ça va, vous êtes en forme ce soir? Ouais. Je voulais être indépendant et je voulais que mon entreprise soit indépendante. Et encore une fois, c'est ce qu'on a réussi à faire avec la TNT. Plus que dans le satellite, puisque dans le satellite, on est maintenant distribué par d'autres gens, d'autres groupes. Là, vous n'êtes plus dépendant de personne, vous avez l'accès au public. Donc si vos programmes sont bons, ça marche. Si c'est pas bon, tant pis pour vous. Mais si c'est bon, ça marche. Vous n'êtes pas en état de dépendance, vous n'êtes pas en train d'aller essayer de vendre quelque chose à une chaîne qui va dire oui ou non. Claude Berda est un des pionniers de la TNT. Alors que beaucoup doutaient encore, lui a investi lourdement sur NT1. Sa conviction est tellement forte qu'il prend même le risque de racheter l'ensemble des actions AB pour sortir de bourse. Il redevient en 2003 seul propriétaire du groupe. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il s'intéresse aussi à TMC. En 2004, la chaîne et sa licence TNT sont à vendre. Jérôme Sédou veut vendre. J'ai un dossier. C'est une grosse affaire. Je sais que TF1 regarde le dossier. J'appelle Patrick Lelay sur son portable. Je lui dis que je sais qu'il est intéressé. Je lui propose de faire ça tous les deux. Il me dit, je te rappelle dans 10 minutes. 10 minutes après, il me rappelle et il me dit, je suis d'accord. On fait ça 50-50. Ce sont les alliances au fond les plus sûres, c'est comme les mariages de raison. Là. Pour le moment, TF1 ne pouvait pas aller seul à TMC. Pour le groupe AB, c'était énorme. Ensemble, ils pouvaient avoir la fréquence, donc ils ont joué ensemble. Être à deux, à parité, par égal, sur une affaire, c'est pas simple. Donc, je pense que ça se passe très bien, parce que nous nous connaissons très bien. Je pense qu'on s'apprécie beaucoup, on a même de l'affection l'un pour l'autre. Mais quand le business est là, on fait le business. Hein, les sentiments sont d'un côté, le business est de l'autre. Mais je crois qu'on a une vue commune du public. On partage peut-être une préoccupation pour l'audience, pour une certaine vision de la télévision finalement qui est, on fait d'abord la télévision pour divertir les gens. Donc là au moins, bon, c'est vrai que il y a une vision claire, on veut que ça marche. « 30 ans ont passé depuis la création d'AB Productions et aujourd'hui tout va pour le mieux pour les deux producteurs naguère jugés trop atypiques. Un jour, Johnny Hallyday vient boire un verre avec moi, chez moi, et il me dit, tu sais, t'en fais pas. Moi, quand j'ai commencé, souviens-toi, c'était Johnny Hallyday, le blouson noir, il passera pas l'été, il chante des conneries, c'est yéyé, c'est ceci, c'est cela. Il me dit, maintenant, on m'appelle Monsieur Hallyday, et partout, on dit, ah, Johnny Hallyday, c'est génial. Il me dit, attends un peu, on dira pareil de toi. Avec son groupe, Jean-Luc Azoulay produit maintenant des magazines, des documentaires et des séries de prestige. Les Rois Maudits, réalisés par José Dayan pour France 2, ou encore l'histoire de la Tour Eiffel pour Canal+, c'est lui. Mais difficile pour l'homme d'oublier ses premières amours. En 2006, il sort un remix de Ou la menteuse, le temps de constater que le public est toujours au rendez-vous. Et en 2008, il obtient une fréquence pour une chaîne de la TNT francilienne, IDF1. Bonjour à tous, c'est Dorothée. Je vous retrouve tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 19h, avec Ariane, Jackie et Patrick pour Pas de pitié pour le net. Bonjour, c'est Jackie.
Tous les jours, en direct absolu, à 18h, je vous présente le Jackie Journal d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle... Quelques années ont passé, mais la formule n'a pas beaucoup changé. Des animateurs, des séries, des dessins animés et bien sûr des chansons maison. 10 ans après la fin du Club Dorothée, Jean-Luc Azoulay réussit presque un tour de force, la grande équipe est de nouveau réunie et le plaisir semble intact. Claude Berda, quant à lui, savoure son succès. TMC est le leader des chaînes gratuites de la TNT. Le mariage de Raison avec TF1 a donc porté ses fruits. Un résultat qui a même encouragé la filiale de Martin Bouygues à entrer en 2007 dans le capital d'AB à hauteur de 33%. TF1, pour 230 millions d'euros, acquiert donc une partie d'un catalogue regroupant plus de 37 000 heures de programmes et renforce surtout sa position sur le secteur crucial de la TNT. Le destin des deux groupes paraît donc aujourd'hui plus que jamais lié. Mais l'histoire de Jean-Luc Azoulay et de Claude Berda a toujours été pleine de rebondissements. Nul doute qu'ils peuvent encore nous réserver d'autres surprises. Et j'ai pas l'intention d'arrêter. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. J'adore chanter, mais comme dit ma mère, qui a beaucoup de tendresse pour moi, elle me dit c'est pas que tu chantes faux, c'est que tu chantes une autre chanson. Claude, tu te rends compte que c'est grâce à Dorothée que tu es devenu milliardaire? Et toi, Jean-Luc, hein? Les petits mecs, ils s'allongent devant les...